Python, on entend ce nom absolument partout, que ce soit pour des applis web ou pour l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à ce géant. On va démystifier ensemble l'un des langages de programmation les plus populaires au monde. Allez, c'est parti pour une petite intro claire et directe. Et pour commencer, attention, voilà un chiffre qui pourrait bien surprendre. Plus de 30 ans. Et oui, Python, ce n'est pas du tout une nouvelle mode, un truc qui vient de sortir. Non, c'est une technologie qui a fait ses preuves, qui est super mature. Elle existe en fait depuis plus de 3 décennies. Bon, d'accord, il a de la bouteille. Mais au-delà de son âge, qu'est-ce que c'est Python au juste? C'est quoi son ADN, l'identité de ce langage qui est si puissant? Alors, si on devait le définir en une phrase, ce serait ça. Un langage de programmation mature, multiplateforme et interprété. Bon, ça fait beaucoup de mots. Décortiquons un peu. Multiplateforme, c'est simple. Ça veut dire qu'il fonctionne partout. Sur Windows, sur macOS, sur Linux, pas de jaloux. Et interprété, ça veut dire que le code est lu et exécuté ligne par ligne au fur et à mesure. C'est un gros avantage parce que ça le rend souvent bien plus simple à débugger et beaucoup plus flexible. Et puis, il y a l'autre point crucial, son écosystème immense. Pour se faire une idée, c'est comme si on avait une boîte à outils absolument gigantesque, avec des solutions déjà toutes prêtes pour à peu près n'importe quel problème. C'est ça les bibliothèques Python. Et le plus beau, c'est qu'on peut les installer super facilement avec des outils comme Pip ou Conda. En gros, c'est un peu comme des App Store, mais pour les développeurs. Ok, on sait ce que c'est. Maintenant, la question qui tue. À quoi ça sert concrètement? Et là, on va voir que la polyvalence de Python est, assez dingue. Franchement, sa polyvalence est bluffante. On retrouve Python dans l'intelligence artificielle bien sûr, l'analyse de données, la visualisation, le calcul scientifique et statistique, le traitement du langage naturel, ce qui fait parler les machines, mais pas que. Ça sert aussi à faire tourner des serveurs web, à faire de l'infographie. Tenez, Pixar l'utilise énormément pour ses films, et même à créer des interfaces graphiques avec Qt. Bref, c'est un vrai couteau suisse numérique. Et un autre atout, et pas des moindres, c'est sa capacité à parler avec d'autres langages comme le C ou le C++, qui sont réputés pour leur vitesse. Et là où c'est vraiment fort, c'est que ça marche dans les deux sens. Python peut appeler du code C++ et le code C++ peut appeler du Python. C'est une souplesse qu'on trouve rarement. Pour donner une idée, on est très très loin de ce que permet un langage comme PHP. Bon, on a vu le quoi et le pourquoi. Passons maintenant au comment. Comment ça marche, concrètement? Et ce qui va vraiment nous frapper, c'est la simplicité de sa syntaxe. Alors du code Python, c'est tout bête, ça s'écrit dans un simple fichier texte avec l'extension .py et l'ordinateur, l'interpréteur, il le lit comme on lirait un livre, de haut en bas, de gauche à droite. C'est cette approche qui le rend si naturel, si intuitif. Et c'est là qu'on arrive à la grosse différence. Dans plein d'autres langages, comme le C++ ou Perl, on utilise des symboles un peu partout, des accolades, des points-virgules, pour structurer le code. Python, lui, a fait un choix radicalement différent, beaucoup plus visuel. Un retour à la ligne, ça veut dire que l'instruction est finie. Et pour regrouper des lignes de code, on utilise l'indentation. C'est juste un petit décalage avec des espaces ou une tabulation, c'est tout. Et l'avantage de cette approche, il est juste énorme. Ça unifie l'apparence du code. Qu'il soit écrit par un débutant ou un expert, un programme Python a toujours plus ou moins la même tête, la même structure visuelle. Le résultat, c'est qu'il est beaucoup plus facile à lire et à comprendre pour tout le monde. Et attention, ce n'était pas un accident, c'était un vrai choix de design dès le départ. Forcer les développeurs à écrire du code propre, ça allège la charge mentale et ça change tout quand on travaille en équipe sur de gros projets. Ok, on a vu que c'était simple à écrire. Maintenant, la dernière étape, la plus concrète, comment on fait pour lancer un programme Python? En fait, il y a 2 manières de procéder. La première, c'est de taper le code directement dans ce qu'on appelle l'interpréteur. C'est super pratique pour faire des petits tests rapides. Le seul hic, c'est que rien n'est sauvegardé. Une fois qu'on ferme la fenêtre, tout est perdu. C'est pour ça que, dans 99% des cas, on passe par un fichier. Et lancer ce fichier, c'est d'une simplicité enfantine. Vraiment, il y a juste 3 étapes. Premièrement, on écrit son code dans un fichier texte qu'on appelle par exemple monfichier.py. Deuxièmement, on ouvre une console de commande, un terminal. Et troisièmement, on tape la commande magique Python monfichier.py. Et voilà, c'est tout. L'interpréteur fait tout le travail. Évidemment, pour des choses un peu plus poussées, surtout quand on touche à l'analyse de données, il y a des outils plus sophistiqués. Le plus connu, c'est sans doute Jupyter Notebook. Il faut l'imaginer comme une sorte de carnet de notes interactif où on peut mélanger du texte, des graphiques et exécuter son code, morceau par morceau. Et voilà, on a fait un premier tour d'horizon de l'univers Python. J'espère que cette petite introduction a permis de clarifier un peu les bases de ce langage fascinant. Maintenant, la seule vraie question qui reste, c'est: est-on prêt à aller plus loin ?